Bonjour et bienvenue dans la dernière séquence de notre MOOC sur le vieillissement normal et pathologique. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de handicap cognitif évolutif et de son intérêt dans le vieillissement pathologique. Avant toute chose, faisons un résumé des apports synthétiques des séquences précédentes. Il est important notamment de synthétiser les données qu'on vous a apportées tout au long des séquences. D'abord sur le vieillissement normal et pathologique, le vieillissement en lui-même est un processus normal qui se caractérise par un déclin progressif et mesuré de toutes nos fonctions corporelles et cérébrales. On parle plus fréquemment de sénescence pour désigner cette diminution progressive des capacités liées à l'âge. Le vieillissement pathologique, lui, se manifeste par l'apparition précoce d'un état de dépendance, qu'il soit physique ou cognitive. Donc il s'agit d'un vieillissement qui est compliqué par l'apparition d'une maladie ou de troubles neurocognitifs majeurs, comme c'est le cas dans la maladie d'Alzheimer. Dans ce cas de maladie d'Alzheimer, par exemple, les altérations physiologiques qu'on a vues la dernière fois, les plaques séniles, les dégénérescences neurofibrillaires, sont quantitativement plus élevées que dans le vieillissement normal. C'est donc un point qui est important, une sorte de continuum qui va être compliqué par une maladie. Le deuxième point que nous avons voulu souligner, c'est la représentation sociale. C'est un sujet clé que nous avons traité dès le début de ce MOOC. Notre perception, notre prise en charge, notre accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs, comme c'est le cas dans les maladies neurodégénératives, dépend en tout premier de la représentation sociale que nous en avons. Si nos représentations sociales considèrent le vieillissement avec troubles cognitifs comme Alzheimer comme un état déficitaire, une maladie honteuse, une déchéance avec perte totale de toute conscience, nous verrons le travail avec ces personnes comme une prise en charge difficile et contraignante. Et ces personnes ne seront que des objets de soins et des cadres que nous avons imposés. Si nos représentations considèrent ces personnes comme atteintes d'un handicap, un handicap cognitif, que nous définirons par la suite, avec des capacités atteintes, mais aussi des capacités préservées et des interrelations toujours présentes, nous proposerons un accompagnement plus adapté et plus agréable pour les uns comme pour les autres. Les troubles cognitifs à présent. Que nous apprennent les troubles cognitifs sur les besoins des personnes et sur leur accompagnement? L'étude sur les troubles cognitifs nous apprennent en tout premier que ces troubles sont accessibles à notre compréhension. Il n'y a rien, répétons-le, il n'y a rien dans les troubles cognitifs de la maladie d'Alzheimer, à un stade modéré s'entend, que nous n'ayons expérimenté nous-mêmes une fois ou l'autre dans notre existence. Ne pas remettre un nom sur une personne qui nous est familière que l'on croise dans la rue, nous réveiller en milieu de nuit désorientés car nous ne sommes pas chez nous, oublier d'acheter le pain, tout ça, ce sont des choses que nous pouvons vivre. La différence majeure est que nous vivons cela un court instant, tandis que quelqu'un atteint d'une maladie d'Alzheimer le vit en quasi-permanence. L'étude des troubles cognitifs nous apprend également que toutes les capacités ne sont pas touchées de la même manière. Certaines gardent même leur entière efficacité. Nous avons pris l'exemple de la mémoire, en voyant que seule la mémoire épisodique antérograde, donc la mémoire des faits nouveaux, est massivement touchée dans Alzheimer. Les mémoires procédurales, c'est-à-dire des habitudes, et émotionnelles étant préservées. Après cette revue synthétique, passons à présent au vieillissement et au modèle du handicap. Le paradigme biomédical est le paradigme le plus commun, le plus connu. Mais est-il le plus approprié à l'accompagnement des personnes âgées avec troubles cognitifs majeurs comme une maladie d'Alzheimer? Sans aucun jugement, on peut dire que le modèle biomédical est le plus apte à la recherche de traitements, à la prise en soin des complications médicales, mais qu'il n'est pas vraiment adapté à l'accompagnement quotidien des personnes avec troubles cognitifs. D'ailleurs, on différencie de plus en plus l'aide aux personnes des soins aux personnes. Il y a des équipes dédiées à l'aide et des équipes dédiées aux soins, et pas seulement d'un point de vue budgétaire. Il apparaît en tout cas clairement que l'hôpital n'est pas un lieu adapté dans son organisation classique pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et qu'elles ont besoin de davantage de repères familiers et d'un accompagnement soutenant. La dépendance qui est engendrée par une maladie d'Alzheimer nécessite davantage encore de formes de compensation que de sécurité accrue ou d'enfermement, car les troubles cognitifs engendrent surtout des situations de handicap. Qu'est-ce qu'on entend par handicap et modèle du handicap? La théorie la plus connue et la plus structurante du handicap est celle de Philip Wood
et de l'OMS dans les années 80. Cette théorie considère 3 notions clés pour appréhender un handicap. La déficience, qui est presque synonyme de déficit, qui désigne les altérations physiques ou fonctionnelles. Par exemple, une déficience sensorielle, la surdité, ou une déficience de la mémoire, comme on l'a vu. En 2, l'incapacité. Ça concerne la limitation dans les activités. Ma déficience en langage ou en audition, par exemple, m'empêche de lire comme avant. Ma déficience en mémoire altère ma capacité à retenir des informations. C'est une incapacité. En 3, le désavantage. C'est ce qui résulte des 2 premiers niveaux, donc la déficience et l'incapacité, dans le contexte social. Mes relations sociales en sont perturbées et je deviens dépendant parce que j'ai besoin d'une aide à la lecture ou que j'ai besoin d'une aide parce que j'ai des problèmes de mémoire. Un second modèle qui est très important au niveau du handicap, c'est le modèle qu'on appelle le modèle québécois, ou plus exactement le processus de production du handicap. Ce modèle considère que les notions de déficience, d'incapacité et de désavantage que nous avons vues plus haut sont insuffisantes pour aider la personne à compenser ou à limiter son handicap. La personne, en effet, réalise ses activités quotidiennes en interaction avec son environnement physique et social, et c'est bien souvent ce dernier qui produira la situation de handicap. Une personne en fauteuil roulant ne ressent pas une situation de handicap tant qu'elle ne rencontre pas un escalier. En effet, si les facteurs environnementaux génèrent davantage d'obstacles que de facilitation, la situation de handicap, elle va être exacerbée. Ainsi, ce modèle fait appel à 4 facteurs déterminants. Les facteurs personnels, l'état organique de la personne, ses caractéristiques personnelles, son âge, des facteurs de risque, ses antécédents de maladie, est-ce qu'elle a ou non une maladie d'Alzheimer, son hygiène de vie, des facteurs environnementaux qui vont être très importants, les aménagements, le contexte social, et puis les habitudes de vie qui sont des piliers familiers pour la personne, les activités courantes, les rôles sociaux, etc. Et ces 4 points peuvent être travaillés. Faisons une parenthèse en ce qui concerne les déficiences sensorielles. Les déficiences sensorielles, les déficits auditifs, visuels, l'odorat, la perte d'appétit, tous ces troubles sensoriels augmentent avec l'âge et des recherches récentes ont montré l'importance des liens entre les fonctions sensorielles et les fonctions cognitives. Ce sont 2 grandes fonctions qui peuvent se majorer mutuellement au niveau de leur déclin et donc accentuer la perte d'autonomie. Il est ainsi capital de prendre en compte le sensoriel dans l'évaluation des troubles cognitifs. Alors on reconnaît comme troubles sensoriels les troubles visuels. Est-ce que la personne a des lunettes adaptées ? Est-ce qu'il y a un début de cataracte, un glaucome, un autre problème visuel ? Cela concerne quand même 1/5 des résidents d'EHPAD. Les troubles auditifs, avec retentissement sur la vie quotidienne, une baisse de l'audition, une surdité, des difficultés à discriminer un son d'un autre. Près d'un quart des résidents en institution sont atteints d'un trouble auditif. Les troubles du goût et de l'odorat qui peuvent conduire à des modifications ou des réductions de l'alimentation. Les troubles du toucher, enfin, et de la douleur qui peuvent être à l'origine de nombreux troubles du comportement chez les personnes Alzheimer alors qu'elles ne peuvent pas exprimer d'où vient leur difficulté. Voyons quelques mises en situation de déficience sensorielle. Les déficits sensoriels réduisent l'autonomie des personnes malades. Elles limitent leur interaction avec autrui et donc augmentent leur isolement social. Elles peuvent également être à l'origine d'accidents, comme des chutes ou des collisions avec des obstacles dans le cas des troubles visuels. Le déclin des fonctions cognitives que l'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer rend l'interprétation des données sensorielles plus délicate et ce d'autant plus que ces fonctions cognitives sont elles-mêmes dégradées et donc que les personnes ont du mal à exprimer leurs troubles. D'où l'intérêt d'un repérage conjoint. Alors ces troubles cognitifs, tout comme les troubles sensoriels que nous venons de voir, peuvent constituer un véritable handicap avec, si on reprend nos 3 termes clés du modèle du handicap de Wood, des déficiences, déficits de mémoire, des déficits en langage, comme nous avons vu, l'aphasie, du geste, de la reconnaissance, des atteintes des fonctions exécutives, le tout étant d'origine neurologique. Ces déficiences vont générer des incapacités, la personne ne peut plus s'orienter dans l'espace ou se souvenir des informations nécessaires
à la réalisation des tâches quotidiennes, ou encore elle est victime d'une perte de mots qui altère son langage. Les déficiences et les incapacités vont engendrer des restrictions sociales, la personne va s'isoler, elle va communiquer moins, de peur d'être considérée comme malade ou de ne pas être comprise, elle ne pratique plus ses activités préférées car elle n'y arrive plus ou elle n'y arrive plus de manière satisfaisante. Ce handicap cognitif est un terme qui est à présent explicitement reconnu par la loi depuis le 11 février 2005. Développons à présent l'intérêt du handicap cognitif évolutif pour la maladie d'Alzheimer. L'intérêt de voir la maladie d'Alzheimer sous l'angle du handicap cognitif est multiple. D'abord, on ne se limite pas à un diagnostic déficitaire, mais on envisage des compensations, des adaptations, y compris dans l'accompagnement. On envisage les situations environnementales susceptibles de restreindre l'activité. On les travaille de manière à ce qu'elles soutiennent, au contraire, les aptitudes préservées. Nous allons proposer le concept plus précis en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer de handicap cognitif évolutif. Le contexte neurodégénératif, autrement dit évolutif, des troubles, fait que contrairement à des lésions acquises comme des traumatismes crâniens ou des accidents vasculaires cérébraux, il ne sera pas réaliste d'envisager des prises en charge dans un but rééducatif en se centrant sur les déficits. On ne va pas récupérer la mémoire. Ces derniers sont amenés à se dégrader au fur et à mesure de l'avancée dans la maladie. Cette évolution inéluctable des troubles nous oblige à nous centrer sur le handicap en priorité. Ce handicap rejoint également la notion de cible mouvante que l'on entend régulièrement lorsqu'il est question des objectifs thérapeutiques dans ce type de troubles neurocognitifs majeurs. Les compensations qui sont mises en place doivent être constamment réévaluées et redéfinies du fait de l'évolution des troubles. Il y a un autre intérêt au niveau de la représentation sociale. La représentation sociale d'une maladie comme une démence est une représentation contre laquelle on ne peut pas grand-chose et qui est négative. Si on passe à une représentation sociale de type handicap évolutif, on ouvre la porte à de nombreuses pistes d'intervention psychosociale et c'est beaucoup plus optimiste. Ainsi, probablement grâce aux approches sur le handicap, pour ce qui est de la prise en charge du vieillissement pathologique, on est passé en quelques années de principes de stimulation cognitive à visée restauratrice, travailler en groupe ou par ordinateur, avec une conception quasi musculaire du cerveau. On est passé de cette conception à de nouveaux principes plus écologiques, visant une réhabilitation psychosociale qui favorise l'autonomie et la qualité de vie de la personne. Ce qu'on appelle réhabilitation psychosociale pourrait ainsi se définir comme étant l'ensemble des actions qu'on va mettre en place pour compenser les situations de handicap rencontrées par une personne atteinte de troubles neurocognitifs majeurs. Ces actions ayant pour objectif l'autonomie ainsi que la possibilité pour la personne, et ce point est important, de garder un certain pouvoir sur son environnement. On sort du classique patient-objet de soin pour travailler avec un sujet que l'on accompagne. Écoutons sur cette notion de handicap cognitif évolutif Fabrice Gzil nous en parler. Je crois que la maladie d'Alzheimer, elle occasionne un handicap cognitif évolutif. Cognitif, on voit immédiatement à quoi ça fait référence. Bien entendu, Alzheimer ne se réduit pas à des troubles de la cognition, mais c'est quand même ce qui caractérise les difficultés que rencontrent les personnes. Évolutif, ça veut dire que contrairement à certaines d'autres formes de handicap, notamment des handicaps sensoriels ou des handicaps moteurs, où il y a souvent une certaine stabilité des difficultés, même si les choses évoluent dans le temps, dans le contexte de la maladie d'Alzheimer, on a une évolution qui est presque dans la définition même de la maladie et on est face à des objectifs thérapeutiques qui relèvent de la cible mouvante. On n'est pas tout le temps sur un même objectif et les solutions qu'on met en œuvre à un moment donné, elles vont plus être valables quelques semaines, quelques mois et évidemment quelques années plus tard. Donc la dimension évolutive, elle est centrale. Pourquoi est-ce qu'on parle de handicap? Parce que je pense qu'il y a deux éléments vraiment centraux. Le premier, c'est une distinction entre déficience et incapacité. Le deuxième point, c'est le caractère central de l'environnement. Une déficience, ça veut dire que vous avez des difficultés au niveau de votre mémoire, de votre attention, de votre capacité à prévoir une séquence de tâches dans le temps, des difficultés pour vous orienter dans l'histoire, dans l'espace ou dans le temps. C'est en gros des symptômes d'une maladie. Bon.
Parler de handicap, ça veut dire qu'au-delà de ces symptômes, vous allez voir des incapacités, c'est-à-dire le retentissement de ces déficiences dans la vie quotidienne de la personne. Parler de handicap, ça veut dire que ça ouvre une possibilité d'action, ça veut dire que même si on ne peut pas directement lutter contre les déficiences en termes de mémoire, en termes d'orientation, en termes d'attention, en termes de fonction exécutive, on peut lutter de manière indirecte pour compenser les incapacités, s'appuyer sur les capacités qui sont encore présentes, de telle sorte à réduire l'impact des déficiences dans la vie quotidienne de la personne. C'est-à-dire qu'on va contourner les déficits. Elle n'arrive plus à se souvenir des prénoms ou des noms des personnes qu'elle rencontre. On va essayer de lui donner des stratégies pour mémoriser autrement et pour pouvoir malgré tout le faire. Elle a du mal à se préparer à manger ou à se préparer du thé. On va lui donner d'autres stratégies d'apprentissage pour essayer de réapprendre cette capacité. Et du coup, la déficience reste présente, mais on agit sur cette incapacité. L'importance de l'environnement, c'est le deuxième point, c'est central dans cette notion de handicap, puisqu'on dit souvent une personne en situation de handicap. Les difficultés que les personnes atteintes de troubles cognitifs rencontrent, ils sont en partie liés à l'environnement. L'environnement, il peut être plus ou moins étayant ou plus ou moins handicapant. Il peut compenser les difficultés de la personne ou au contraire les redoubler. Un environnement physique qui vous donne des indices sur le moment de la journée où on est, sur l'étage où vous vous situez, sur la fonction de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, ça va être des éléments étayants qui vont renforcer la capacité de la personne à s'orienter dans le temps et dans l'espace. À l'inverse, il y a un certain nombre d'éléments de notre environnement courant, le fait par exemple qu'on est dans une société où il faut mémoriser énormément de codes pour envoyer un mail, pour se connecter à sa boîte mail, pour retirer de l'argent, parfois même pour rentrer dans son immeuble. Ça peut être un élément qui renforce la situation de handicap, parce que si on n'avait pas besoin de se faire appel à sa mémoire de manière aussi importante, les personnes rencontreraient moins de difficultés. Donc on peut considérer que de même qu'il y a des éléments de l'environnement qui sont étayants, il y en a qui peuvent être handicapants ou en tout cas accentuer ou révéler des difficultés. Donc c'est pour moi l'intérêt de parler de handicap cognitif évolutif. Il y a cette dimension cognitive qui est première, même si c'est évidemment pas la seule. Il y a l'évolution qui est centrale et puis il y a cette distinction déficience-incapacité. On peut agir sur les incapacités parfois, même si on ne peut pas directement agir sur les déficiences. Et on a une importance cruciale de l'environnement, ce qui change par rapport au modèle classique d'une maladie qui cause des symptômes. Là, on a des éléments d'action nouveaux qui donnent à penser des modalités thérapeutiques ou des manières d'aider ou d'accompagner les personnes que la notion de maladie ou de maladie chronique ne révèle pas immédiatement. Voyons à présent l'approche environnementale et son lien avec le handicap cognitif évolutif. Au cœur du paradigme du handicap, on trouve cette approche environnementale. Qu'est-ce qu'une approche environnementale et en quoi peut-elle se montrer complémentaire d'une approche centrée sur la personne classique ? Une approche environnementale, c'est une approche qui prend en compte le milieu physique, c'est-à-dire l'architecture des lieux, les aménagements, la luminosité, le confort, ainsi que le contexte social, la reconnaissance, l'intégration dans un groupe, le statut, l'indépendance, le respect de la personne, et l'impact de ces deux milieux sur les comportements, l'humeur et le bien-être. C'est donc une approche dans laquelle le bien-être et les troubles sont la conséquence d'une inadéquation des aménagements physiques et sociaux par rapport aux capacités de la personne. Ainsi, c'est une approche qui s'intéresse d'abord aux situations de handicap, puisque celui-ci s'analyse majoritairement dans la rencontre entre un individu et son environnement. Une personne en chaise roulante, comme je le disais tout à l'heure, ne rencontre pas de situation de handicap avant de se retrouver au pied d'un escalier. Pour illustrer cette approche environnementale, écoutons Kevin Charras nous parler de l'architecture et des aménagements en établissement. Il n'y a pas toujours besoin de beaucoup de moyens pour effectuer ces aménagements-là. Il peut s'agir tout simplement de au moins restructurer les espaces de telle manière
à ce que ces espaces-là reflètent le type de comportement que l'on veut. La familiarité a son importance dans les aménagements, mais on n'arrivera jamais à retrouver exactement le même mobilier que la personne a chez elle. Par ailleurs, il faut que ce mobilier-là plaise à l'ensemble du groupe. Toutefois, un fauteuil club que l'on pourrait retrouver chez soi, un grand canapé dans lequel on pourrait s'affaler, sont des éléments de mobilier qui sont familiers, que les gens connaissent et qui par conséquent leur parlent et ils savent comment les utiliser. C'est la même chose pour les espaces. À partir du moment où on a des espaces familiers, on sait quel comportement y adopter, comment se positionner dans cet espace-là et l'utiliser au quotidien. En parallèle de l'environnement physique dont Kevin Charras vient de nous parler, on retrouve également l'environnement social comme étant susceptible de provoquer des situations de handicap. Cet environnement social se compose des autres résidents qui se côtoient dans le service ou dans l'ensemble de l'EHPAD, mais aussi des équipes soignantes et d'accompagnement. C'est donc sans doute au niveau de ces équipes soignantes et d'accompagnement que le travail environnemental est le plus pertinent. En effet, les personnes atteintes de troubles cognitifs ne sont plus en capacité de s'adapter. C'est donc à nous, professionnels, de faire ce travail. Les professionnels au contact des personnes âgées atteintes de troubles neurocognitifs rencontrent régulièrement des incompréhensions et des difficultés de prise en charge de ces résidents, avec les troubles du comportement et les troubles cognitifs. D'où la nécessité d'une part de suivre des formations, comme celle-ci, et d'autre part d'appréhender le vieillissement pathologique de manière à optimiser à la fois le bien-être des résidents, mais aussi le bien-être au travail des professionnels, car l'un ne va pas sans l'autre. En conclusion, accompagner autrement le vieillissement normal et pathologique. Le vieillissement normal et le vieillissement pathologique ont de nombreux points communs. Un continuum existe entre le vieillissement normal de l'adulte et la sénescence, et ce continuum peut être rompu par l'irruption d'une pathologie comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Si ce fait est indéniable, nous avons essayé de montrer tout au long de ce MOOC que les troubles neurocognitifs majeurs peuvent être partiellement expérimentés et donc compris par chacun d'entre nous. Et il est de plus en plus évident qu'une prise en charge classique, médicale, de ce type de vieillissement pathologique va s'avérer plus lourde, non seulement pour les professionnels, mais aussi peu intéressante d'un point de vue thérapeutique pour les personnes atteintes de troubles cognitifs, sans autres complications biologiques bien entendu. Un véritable accompagnement adapté, ça commence par un changement de regard, un changement de représentation et des adaptations de l'environnement pour obtenir des bénéfices à la fois pour les résidents, pour les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et enfin pour les professionnels. Notre premier MOOC est à présent terminé. Nous espérons qu'il aura levé certaines incompréhensions et vous aura permis d'appréhender le vieillissement normal et pathologique d'une façon moins binaire et plus positive. Surtout, nous espérons qu'il vous aura permis de dégager de nombreuses pistes d'action sans lesquelles toute formation est de peu d'intérêt. Et enfin, qu'il vous aura donné envie d'approfondir les sujets que nous avons abordés. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain MOOC consacré aux troubles du comportement que l'on rencontre dans le cadre de la maladie d'Alzheimer ou de syndrome apparenté. Merci pour votre attention et à très bientôt.